Mettre l'humain au cœur de sa production, c'est l'un des credos de l'économie sociale et solidaire. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on embarque ces parties prenantes, c'est-à-dire ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, dans une telle aventure? Parce que c'est une aventure. Eh bien, c'est ce que fait Séquence Clé Production depuis maintenant près de 15 ans. Séquence Clé, c'est une entreprise de l'audiovisuel, ça veut dire qu'elle produit des vidéos. C'est une entreprise adaptée où les 3/4 du personnel est porteur d'un handicap. C'est aussi une entreprise où règne, paraît-il, la bonne humeur et la fierté du travail bien fait. Et nous recevons aujourd'hui son président. Bonjour Ralph Buchter. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors Séquence Clé se présente comme la première société de production audiovisuelle inclusive de France. Inclusive, ça veut dire que votre combat, c'est celui de la lutte contre l'exclusion? C'est une bonne question. Merci. Non, mais c'est une question complexe, donc c'est pour ça que je la trouve bien vue. C'est comme ça que vous vous présentez, donc c'est complexe pour vous d'en parler comme ça? Professionnellement, j'utiliserai pas ce terme, puisque notre vision et le message qu'on défend, c'est surtout de ne pas associer les professionnels qui vivent leur vie avec un handicap ou une maladie à la thématique de l'exclusion. Moi, je travaille avec des femmes et des hommes qui ont acquis des compétences, qui suivent des formations, qui sont très bons dans leur domaine, et par ailleurs qui vivent leur vie avec un handicap ou une maladie. Je ne les classe pas en population en exclusion. Alors, Séquence Clé Production est née en 2010. Vous l'avez rejointe en 2014 comme directeur général. Ouais. Vous en êtes devenu le président en 2019, donc 5 ans plus tard. Qu'est-ce qui vous rend fier dans ce que vous avez accompli depuis 10 ans? Les belles choses que j'ai pu faire et qui me portent, c'est d'avoir résisté, parce que Séquence Clé est une entreprise qui a traversé de multiples tempêtes, et on est peut-être en train de rentrer dans une nouvelle étape pour nous. C'est que j'ai résisté durant toute cette période à défendre le cœur de la mission de la boîte, qui était on agit pour créer des emplois pour des professionnels handicapés dans notre profession. Et vos équipes ont grandi. Vous étiez 4 en 2014, 18 en 2019. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes donc 17 à temps plein, dont 14 personnes qui vivent leur vie avec un handicap. Et on a intégré 5 personnes complémentaires depuis le 10 janvier 2024 dans le cadre d'une académie qu'on a lancée, qui est l'Académie Séquence Clé, dont l'objectif est d'offrir une sorte de sas de reconstruction pour des professionnels qui étaient en activité dans nos métiers, qui ont eu un shoot de parcours. Donc soit la maladie est arrivée en cours de carrière, soit il y a eu l'accident de vie inattendu, qui fait qu'aujourd'hui, la suite du chemin se fait avec un handicap physique ou psy, et qui ont connu une période complexe par rapport à l'emploi. Et donc ça, c'est une nouvelle action qu'on mène avec l'objectif qu'à la fin du parcours qu'on a créé, qui dure 11 mois, que les personnes retrouvent un emploi dans les entreprises de notre secteur. Moi, je pense que vous pouvez être fier de ça, justement. Et puisque vous parlez de parcours, on va parler du vôtre. On va essayer de comprendre les racines de votre engagement. Dites-nous, d'abord, quand vous étiez enfant, vous avez grandi à quel endroit et dans quel univers familial? J'ai grandi dans 2 endroits. Je suis un Picard, donc message à tous les Picards, et très fier de l'être. Je suis très heureux. Voilà, j'ai grandi dans l'Oise. Je suis né à Gouvieux, à côté de Chantilly, si ça aide à situer. Et après, je suis parti vivre dans le sud-est de la France. Et j'ai grandi dans une belle fratrie. Nous sommes 4 frères, avec des parents aimants, qui avaient des caractères assez forts. Je peux pas dire que ça a été toujours super simple, mais par exemple, c'est ce qui me vient. Donc moi, j'ai tendance à partager ce qui me vient. C'est quand mon père est parti. J'étais là quand il est parti.
Et la dernière phrase que j'ai eu le temps de lui dire, c'était que je les remerciais, maman et lui, de nous avoir appris à aimer. C'est une graine de l'engagement, cet amour qu'ils vous ont transmis? Ah, ça je pense pas. C'est plutôt, c'est une chance d'avoir vu de l'amour. Parce que ça crée un truc hyper fort à l'intérieur. Mais ma graine d'engagement, je pense qu'elle est plutôt le reflet de, je vais dire une banalité, hein, parce que c'est vraiment une banalité. Mais je trouve que moi c'est une banalité en tout cas. C'est que depuis que je suis gamin en primaire et collège et tout, j'ai toujours été ultra sensible aux questions d'injustice. C'est-à-dire au primaire, le gamin qui arrivait, qui n'était pas de la classe, qu'on mettait sur le côté, et que parce que les gamins sont même cruels parfois entre eux, et donc le gamin où il est potentiellement que les autres allaient, j'allais dire, ennuyer, pour rester poli, c'était le gamin duquel j'allais me rapprocher. Voilà, donc j'ai toujours eu ça de l'enfance, l'adolescence, dans la vie professionnelle, et donc je pense que ça m'a, j'ai un peu pareil, pour moi c'est une autre banalité, mais donc en fait j'ai toujours rêvé d'une certaine manière d'un espèce de monde meilleur, très difficile à défendre, mais j'ai une partie de moi, oui, qui est un peu utopiste. Ouais. Merci de nous livrer ça. Ça permet de mieux comprendre qui vous êtes. Et en même temps, vous ne démarrez pas votre vie professionnelle par le handicap. En fait, vous commencez par le secteur bancaire, vous allez ensuite vers l'énergie solaire. Pourquoi, à un moment donné, ce virage vers le monde du handicap? Il y a un déclic à un moment? En fait, il y a une connexion. C'est effectivement je commence par la banque. Puis après la banque, je fais un rapide passage en direction financière dans une PME industrielle innovante dans l'époque des startups. Mais avec déjà un engagement écologique, parce que c'était une innovation contre la prévention des pollutions maritimes. Puis je sors de tout cet univers et je fais une sorte de break. Et la sortie de mon break est un engagement dans la lutte contre les discriminations, qui est un terme que j'aime bien. Je suis beaucoup moins à l'aise avec les termes de promotion de la diversité et d'inclusion, parce que je trouve qu'on édulcore. Mais vous créez la Journée nationale de la diversité voilà. En 2006. Oui, qui est le moment vraiment où je suis vraiment à fond dans ces questions de lutte contre les discriminations et ça me passionne et c'est les tout débuts, on est en 2005, 2006, donc c'est génial. Et puis, pour plein de raisons, je garde mes engagements plutôt associatifs dans ce domaine et finalement je crée une entreprise dans l'énergie solaire parce que je voulais dissocier un peu les deux parce que je voulais pas vivre de mes engagements. Donc il y avait un truc comme ça, je voulais séparer mon travail de mes engagements. Voilà, c'était mon choix à ce moment-là. Et alors comment vous basculez à un moment vers le monde du handicap? Et la bascule vers le monde du handicap, en fait, elle se fait... c'est pas moi qui bascule, en fait, c'est la vie qui me bascule, qui me retourne. J'ai ma boîte, il y a un changement législatif dans le domaine où j'étais. Voilà, moi j'ai des amis qui ont des boîtes qui ont cartonné après dans l'énergie solaire, mais la mienne, à ce moment-là, quand le curseur de changement législatif est tombé, elle a fait comme plein d'autres boîtes à l'époque, elle n'a pas passé le gué, en fait. Ça, d'une certaine manière, je l'ai géré. Ça me permet de pas dire un mot sur la résilience, parce que c'est un terme que je trouve intéressant et tout, mais à ce moment-là, je me suis dit, je suis résilient, c'est super et tout. Et dans la foulée, 6 mois après, justement, mon père est parti. Et là, j'aurais aimé continuer d'être résilient. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a déclenché chez moi et tout. Hein. La perte d'un proche, ça fait bouger toujours des choses dans nos vies personnelles. Et là, je suis parti. Et donc, oui, j'ai fait une traversée du désert hyper dure en santé, avec en fait une dépression qui s'est vraiment enfoncée de manière très 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 forte, jusqu'à traverser le désir de partir. En tout cas, c'est au démarrage, parce que ma période complexe, on remonte pas comme ça d'une période complexe. Elle s'est poursuivie après la reprise de séquences clés, mais c'est dans
c'est le début de toutes ces questions-là, avec des moments où en fait j'avais une capacité de 1 ou 2 heures par jour d'attention. C'était vraiment très très dur, où je me suis en fait questionné pour moi au départ sur waouh, comment on retrouve sa place économiquement, professionnellement, quand on traverse une période de fragilité et de vulnérabilité. Parce qu'au final, je n'ai pas, moi, de handicap ou de maladie invalidante. Et je trouve que d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années sur ces 2 sujets. La fragilité et la vulnérabilité, c'est pas à mélanger forcément avec le handicap et la maladie. Il y a des moments, en fait, un handicap ou une maladie, voilà, il est là, et c'est pas parce qu'on a un handicap et une maladie qu'on est en période de fragilité ou de vulnérabilité, ou du moins peut-être par moment. Et parfois, on n'a ni handicap ni maladie, puis on va traverser une période de fragilité et de vulnérabilité. On perd un proche, une séparation, un choc de boulot, tellement de choses, et une rupture amoureuse, et puis ça descend. Et on est à ce moment-là fragile et vulnérable. Mais je trouve que c'est important de ne pas enfermer, comme c'est parfois fait trop souvent, les personnes qui vivent leur vie avec un handicap et une maladie, comme des personnes fragiles et vulnérables. Alors venons-en à Séquences Clés Production. Dans ce que vous produisez, il y a des courts-métrages, il y a des fictions, il y a des animations en motion design, il y a des films d'entreprise. Vous travaillez même sur l'accessibilité des films. Comment ça fonctionne, Séquences Clés? Comme une boîte de prod. Alors vous êtes combien? Vous travaillez pour qui sont vos clients? Le vrai truc. Le vrai truc. J'allais dire, le vrai truc, c'est on peut traiter un projet. Ça, je pense que c'est une fierté. C'est d'avoir fait qu'aujourd'hui, Séquences Clés est une entreprise qui a pris sa place sur le marché de la production audiovisuelle, qui est extrêmement concurrentielle, qui est très difficile. Mais l'équipe, l'année dernière, on a répondu ensemble à 183 mises en concurrence, et elle en a gagné un tiers, en gros. Mais des mises en concurrence avec c'est pas la peine de les citer là, mais des tas de sociétés de production audiovisuelle dites classiques, ou dites du milieu ordinaire, qui est une appellation pour moi complètement aberrante. Nous, on n'est ni un milieu extraordinaire. Pour la peine, on va nous appeler le milieu adapté ou le secteur adapté et protégé. Enfin, c'est complètement dément, parce qu'en fait, tant qu'on aura des distorsions comme ça, en fait, on ne répond pas à la question de cette, même si le terme est pas top, mais de normaliser simplement la présence de professionnels qui vivent leur vie avec un handicap ou une maladie. Donc nous, dans notre métier, au sein des équipes de production audiovisuelle, mais ça décliné dans tous les métiers. Et donc aujourd'hui, oui, la fierté, c'est qu'on peut aussi travailler sur toute la chaîne de valeur, de l'origination d'une idée à recevoir un pitch et devoir faire des propositions créatives, du storyboard, du travail de moodboard, et puis après, une fois qu'on a réfléchi à tout ça, de la relation client, suivi client, il va y avoir soit la mise en animation quand c'est un film d'animation, et puis sinon, si on est sur un film en prise de vue réelle, la prépa du tournage, l'organisation du tournage, la post-prod, et puis à la fin, un film qui plaît au client. Quels sont vos objectifs en termes d'impact que vous assignez à Séquences Clés Production? On parle beaucoup d'impact aujourd'hui. Votre impact à vous, on l'a mesuré. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés devant vous, ou en fait vous laissez faire les choses, vous attendez que la vie avance? Mais bon, notre mission, ou notre engagement, ou ce qu'on veut porter, parce qu'il faut rester humble et modeste aussi sur avoir de l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'impact en plus? Et je pense que notre sujet, c'est nous avons aujourd'hui, avec Séquences Clés, fait la démonstration qu'une entreprise de production audiovisuelle composée majoritairement de professionnels handicapés, donc un 3/4 de l'équipe, comme vous avez dit tout à l'heure chez nous, est en mesure d'exister dans le paysage de la production audiovisuelle sur le territoire national. Notre sujet maintenant, les 2 grands défis, c'est faire grandir cette entreprise et en fait passer un cap en démontrant qu'on peut être sur
tous les métiers aussi. C'est-à-dire comment on appelle ça, tous les champs d'action de notre profession. C'est-à-dire aussi le film publicitaire, le cinéma, la production de séries, d'émissions télé. En fait, oui, les personnes handicapées sont pas cantonnées à un des secteurs de la profession. Le champ est large. Et les deux autres sujets qu'on aurait, c'est permettre un jour que les personnes de notre profession, puisqu'il y en a qui vivent leur vie avec un handicap et une maladie, et qui aujourd'hui n'osent pas en parler, parce que si elles sont intermittentes ou intermittents, elles craignent de ne plus être appelées, ce qu'on peut comprendre, et que dans leur boîte aussi, c'est pas évident d'en parler parce que la concurrence est rude, il y a énormément de gens qui veulent travailler dans le secteur, et donc si d'un coup je dévoile un handicap ou une maladie qui aujourd'hui dans la société est perçue comme une faiblesse, est-ce que je vais continuer à avoir un job? Faire changer ce positionnement. Et après, oui, si on reprend votre terminologie, il y a un sujet d'impact très concret sur l'emploi qui est la création de l'académie qu'on a lancée cette année. C'est-à-dire, Séquence Clé n'a pas vocation à être l'entreprise qui recrute les personnes handicapées de l'audiovisuel. Non, l'objectif, c'est que les boîtes de notre secteur, aujourd'hui, fassent grandir le taux d'emploi qui reste le taux d'emploi le plus faible, tout secteur d'activité confondu. Votre académie, c'est quoi? C'est un programme de formation? Oui, alors, les gens sont salariés. Ils sont en CDD tremplin. Combien de personnes dans ce programme? Le programme pilote, c'est 5 personnes. C'est notre programme test. Il a commencé cette année. Et s'il fonctionne, l'objectif, c'est de le faire grandir et de le décliner en région. Pourquoi toutes les personnes qui vivent leur vie avec un handicap devraient forcément venir faire un programme à Paris pour trouver un job. Donc, puis maintenant, en plus, la profession, elle se décline en région. Il y a des bassins d'emploi comme Montpellier, Midi-Pyrénées, qui sont quand même devenus des vrais hubs. En PACA, sur la région de Marseille, il y a quand même vraiment des trucs. Dans le bassin lyonnais, on peut trouver des trucs aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut faire ce travail-là. Mais l'objectif, oui, c'est un parcours de 11 mois avec 8 mois de formation en partenariat avec des structures de formation qui permettent d'avoir des formations diplômantes et certifiantes pour les gens et de renforcer un peu le CV, même si on avait un parcours avant, mais réactualiser un peu les formations quand on s'est retrouvé 1 an, 2 ans, 3 ans en situation de chômage et le revenir. En plus, c'est un métier qui fonctionne beaucoup quand même en réseau, cooptation et tout. Donc, quand je suis parti quelques années, revenir, c'est très compliqué. Donc, ça, je pense que c'est un vrai enjeu sur la formation. Et après, nous, il y a plein de collaborations au sein de la boîte. Ce qui s'appelle, en gros, c'est retravailler en équipe, en gros. Retravailler en équipe, refonctionner dans des projets. On est un métier de la pratique. Donc, retrouver dans la pratique. Ça dure 8 mois. Et après, il y a 3 mois, en gros, dans des entreprises du secteur, avec les premiers partenaires de la première promotion. Donc, j'attends qu'ils confirment leur nom. Donc, je veux pas citer des noms là, mais c'est plutôt des belles boîtes une fois qu'elles auront bien confirmé. Et l'objectif à la fin des 11 mois, c'est de partir sur un CDD, un CDI et revenir à l'emploi. Et ça, je trouve ça... En fait, moi, je suis plus heureux des hommes en faisant ça, si tu veux. Si vous voulez, si tu veux, je sais plus. Mais en gros, c'est... je fais un métier de production. C'est quand même un métier magnifique. Je me rends compte tous les jours de la chance de faire ce métier. C'est quand même génial de produire des images, de rencontrer des artistes, de travailler avec des gens qui ont des idées à mettre en avant, qui aiment écrire, qui aiment réaliser et tout ça. Des comédiennes et des comédiens, quand il y a des films avec des comédiennes et des comédiens qui sont des passionnés, qui essayent de vivre d'un métier super dur et tout, parce que mettons de côté les méga stars, c'est 0,1%. À côté, tu as un nombre de gens passionnés, c'est fabuleux. Et ça, c'est un métier déjà génial, qui en plus est un métier d'image où des tas de gens voient ce qu'on produit. Et nous, on est tout petits, mais il y a des... Et donc, en fait, ça a un impact aussi sur nos représentations, sur plein de choses. C'est l'image, c'est un truc hyper fort. Et à côté, la chance de me dire que, en fait, ce qu'on a créé chez nous, ce métier merveilleux qu'on vit, on participe là, pour le coup, à aider des gens à qui la vie elle a mis des coups, à revenir, c'est dur, c'est franchement dur, parce qu'aujourd'hui on reste une toute petite boîte, et je trouve que dans le fond ce qu'on fait, et j'espère que ça va bouger, ça devrait être porté par des boîtes beaucoup plus grosses de notre secteur,
parce que en ce moment, c'est nous qui nous débrouillons pour trouver les structurations financières, monter les moyens et tout, pour faire tout ce programme. C'est fou, quoi. Alors, vous êtes une petite boîte, mais en même temps, comme beaucoup de petites boîtes, de l'économie sociale et solidaire. Parce que c'est ça votre secteur d'appartenance. C'est vrai. Vous mettez l'économie au service d'un projet solidaire et d'une innovation sociale qui est celle que vous nous expliquez depuis tout à l'heure. Vous avez aussi, en fonction des difficultés de la conduite d'une entreprise, vous avez dû lever des fonds. Vous en avez levé auprès de la Caisse des dépôts, vous avez ouvert votre capital, vous avez recouru auprès du fonds Noves, donc, qui est un accès de financement pour l'économie sociale et solidaire. Vous accédez à cet écosystème de financement de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, vous en êtes où de votre plan de financement? Votre levée de fonds, elle a eu lieu en plein Covid. Peut-être que vous pouvez nous raconter ça. Et puis vous allez nous dire si c'est important pour vous d'appartenir à cet écosystème du financement de l'économie sociale et solidaire. Je trouve cette question super utile. Elle est hyper bien. Parce que déjà, elle me permet de dire, oui, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je suis très fier, pour le coup, d'être dans ce secteur. Parce que ça, c'est un secteur auquel je crois, qui peut porter quelque chose de profond sur des changements de société. Que je crois, quand on voit que de plus en plus de personnes et de gens qui veulent travailler, outre être entrepreneurs, mais même salariés à mission, indépendants, freelance, s'investir dans redonner du sens à l'économie, c'est une demande hyper forte de la société. Donc je suis hyper content de faire partie de cette économie-là et qu'elle soit d'avenir. Et la question du financement, elle est géniale parce qu'elle me permet de rappeler que non, économie sociale et solidaire, au moins je le tire bien, on n'est pas une association en fait. Il y a des associations de l'économie sociale et solidaire. Le secteur associatif, c'est génial et heureusement qu'il est là. Mais en fait, on peut être aussi une entreprise du secteur concurrentiel, parce que nous, on est une SAS de droit privé. Agréé ESUS. Agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Mais on peut, en fait, être une entreprise qui s'engage pour des questions sociétales et qui essaie de penser l'entrepreneuriat autrement. Puisque nous, on s'arrête pas... moi, je considère pas que je suis une entreprise d'économie sociale et solidaire parce que je suis une entreprise adaptée et parce qu'on est une entreprise composée majoritairement de personnes handicapées. Je considère qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire parce que nos engagements sont ailleurs. C'est-à-dire, on fait très attention à la convention collective de notre profession. Les gens sont payés au-dessus de la convention collective de la profession dans leur grande majorité. On a réfléchi à des répartitions de profits sur, quand on en fera des beaux, en tout cas, qui sont totalement équilibrés entre la société civile, les salariés, les actionnaires, les dirigeants et bien sûr le besoin de la boîte, la personne morale qui est l'entreprise, etc. On a plein de fonctionnements RH aussi en interne qui sont des réflexions sur comment on essaye de travailler autrement et tout, même si parfois c'est complexe. Mais finalement, c'est un secteur de réinvention. Et donc la levée de fonds, oui, elle était importante pour nous pour rentrer en phase de croissance. Ça a été génial. On était hyper heureux de faire ce bouclage financier. Bon, sauf qu'il a eu lieu en février 2020 et qu'en mars 2020, c'était la crise sanitaire. Donc, à la fois, on n'a pas pu dérouler ce qu'on avait prévu dans la levée de fonds. Ça, c'était une très grosse frustration. De l'autre côté, comme on avait ces fonds, on a pu mieux gérer la crise, préserver nos emplois. Donc ça, c'est quand même, ça a été, je pense, capital pour nous. Et en même temps, maintenant, on est... j'allais dire, même la levée de fonds, elle a permis de gérer la sortie de crise. Parce que le plus compliqué, pendant la crise sanitaire, il y avait des aides à gauche, à droite, le truc, si on savait un peu se débrouiller, on pouvait faire le dos rond. Mais les sorties de crise, ça a été très très compliqué. Et d'ailleurs, sujet levée de fonds, là, nous, on a géré 2022, ça a été très sport, sortie de crise vraiment très très dure, humainement, tout ça, c'était très très dur. 2023, ça a été une année de refondation, où on veut aller, comment on veut se construire. Et là, 2024, c'est une année où normalement on enchaîne plein de bonnes nouvelles, dont le lancement de notre académie depuis le 10 janvier 2024, qui était quelque chose qui était prévu avant la crise sanitaire, qu'on a été obligé de retarder, qu'on pouvait pas faire et tout. Et donc là, on repart dans une nouvelle dynamique, et pour le coup, on travaille sur une levée de fonds de croissance pour fin 2024.
Et puis, vous avez aussi intégré l'accélérateur ESS d'HEC Paris et de la région Île-de-France. Qu'est-ce que ça vous apporte ou qu'est-ce que ça vous a apporté d'être dans cet accélérateur? Ça m'a apporté des belles rencontres. J'ai fait des rencontres humaines vraiment super. Ça m'a apporté des aides à des instants clés, un peu très subtils. Et ça a été aussi une bouffée d'oxygène pendant la crise sanitaire. On n'a pas pu avoir tout l'accompagnement, parce que nous, on était la première promo, et donc on était 2018-2020, donc l'année 2020, c'était wouh! On n'a pas pu avoir tout ce qu'on aurait espéré, je pense, pour la croissance. Mais par contre, on a eu du soutien émotionnel, et puis ça, par contre, je le partage, parce que ça me permet de dire ce mot, et ça me fait, j'ai un bonheur à vous le dire, il vient de me venir. Pour moi, l'accélérateur ESS, paix à son âme, c'est Jean-Pierre Détry, qui a été mon accompagnateur, qui est parti, qui était un professeur émérite d'HEC, un homme remarquable. Si répondre à votre question me permet de rendre hommage à Jean-Pierre, mais je suis heureux. Et on sent votre émotion. Parce que, ouais. Merci pour ça. Je vais vous demander de partager une dernière chose avec nous, Ralph. Qu'est-ce que vous diriez à d'autres entrepreneurs qui, comme vous, ont envie de monter leur entreprise pour essayer d'aligner leur engagement personnel et leur engagement professionnel? Un petit conseil peut-être. Quand on se lance dans un sujet d'entrepreneuriat, en tout cas social, parce qu'on veut défendre à la fois une vision de société, la complexité, le challenge le plus dur, je trouve, le défi, c'est de réussir à tenir sur le cœur de sa conviction et de la mission initiale qu'on avait lancée. Parce que par contre, comme le monde économique est dur, complexe, avec plein d'imprévus, que très très vite, même si c'est de l'économie sociale et solidaire, tout le monde revient avec le même wording, la preuve, mesure d'impact, les KPIs, c'est quoi le résultat d'exploitation, machin, la marge, la rentabilité, l'effet de levier, tous les mots de machin et tout, qui sont intéressants. Mais à un moment donné, là je parle même aux investisseurs, c'est les investisseurs surtout, parce que les particuliers quelque part ils viennent avec des vraies convictions, mais les grands institutionnels qui disent on veut faire de l'investissement d'impact, etc. Si vous venez avec les mêmes outils de mesure que dans l'économie traditionnelle, vous avez une dichotomie quand même. Et pourtant j'en ai à mon capital, hein, mais je trouve qu'à un moment donné parfois il faut aussi dire les choses pour des gros, et moi je suis tombé plutôt sur des sympas. Mais le sujet c'est, oui, c'est le combat principal, je trouve, de la porteuse ou du porteur de projet, c'est de réussir à tenir l'alignement. Et en tout cas, pour moi, ça a été le plus dur. Parce que aujourd'hui, j'aurais une boîte, puisque à chaque fois qu'on fait des films, aujourd'hui, on fait des marges positives. Donc en fait, j'ai un modèle économique qui fonctionne. Mais comme j'ai porté ma mission en priorité, qui était de démontrer qu'on pouvait créer des emplois pour des personnes handicapées dans la profession sur tous les métiers, j'ai été là-dessus, sans payer les gens au SMIC. Donc, on peut pas mener à la fois en même temps ça et se dire, je fais une activité business à bloc et tout. Maintenant qu'on a fait ça, comme on sait que ça marche, qu'on fait des films rentables à chaque fois avec des très bonnes marges et tout, on va chercher maintenant le développement business. C'est ce qu'on fait cette année. Mais on m'a poussé 2-3 fois dans mes retranchements pour dire non mais pourquoi là et où en gros c'est facile hein, pour faire équilibrer un bilan où on taille dans les ressources humaines et hop il est rentable, où on se dit on pense qu'il y a vraiment quelque chose et on va le chercher. Et ça a été parfois une lutte économique assez complexe et je finirai sur ça même si ça fait peut-être pas plaisir. Dans le fond les investisseurs et tout ils arrivent à trouver des trucs. Aujourd'hui le secteur d'activité, qui en plus communique beaucoup dessus, et qui donc je trouve est à la limite du social washing, c'est la banque. Et aujourd'hui les banques
elles analysent les entreprises de l'économie sociale et solidaire de la même manière que les entreprises classiques, et donc elles ne valorisent pas du tout dans leur bilan l'impact social de leurs actions. Merci beaucoup, Ralph Buchter, pour cette parole de vérité, cette parole de sincérité, pour votre engagement aussi avec Séquence Clé Production. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, vous savez qu'on se retrouve très vite pour un autre épisode de cette série de portraits engagés avec l'accélérateur ESS d'HEC Paris et de la région Île-de-France. À très vite.